Ok, bonjour tout le monde. Bon, c'est bien de vous voir si nombreux pour le microbio, ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, on va se concentrer sur les bactéries pathogènes et on va essayer de, pour le premier cours ce matin, on va regarder un petit peu les généralités sur les bactéries pathogènes. Définition, caractéristiques, physiopathologie des infections, on va aborder les mécanismes de défense de l'hôte. Ça va probablement, on va peut-être le démarrer ce matin, mais on va le continuer cet après-midi. Et on va enchaîner sur quelques exemples spécifiques. 1 gramme plus, Streptococcus pneumoniae, et 2 pathogènes, deux entérobactéries pathogènes, les salmonelles et les Escherichia coli. Alors, c'est un domaine qui a une longue histoire et on va retourner un petit peu dans le 19e siècle pour la définition de qu'est-ce que c'est qu'une bactérie pathogène. C'est une bactérie pathogène, c'est une bactérie qui est responsable du déclenchement d'une maladie. Et comment on prouve que telle ou telle bactérie est responsable d'une maladie? Bon, on revient au postulat de Koch qu'il a posé au 19e siècle. Donc Koch, c'était le grand concurrent allemand de Pasteur, découvreur du Mycobacterium tuberculosis, autrement connu sur le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Et Koch, il a encadré sa démarche de prouver qu'une telle ou telle bactérie est responsable de telle ou telle maladie par les points suivants. Alors, Koch, il a dit qu'une bactérie est responsable d'une maladie si on peut la retrouver chez tous les malades et évidemment pas chez les personnes saines. Et on va la retrouver dans l'organe qui est touché par la maladie. Donc, si on fait ça, les deux premiers points, on a établi une corrélation. On peut dire que notre bactérie est présente chez les malades, absente chez les personnes saines. Donc, on a établi une corrélation entre la présence de la bactérie et la maladie. Et la raison pour laquelle je tarde un petit peu sur cette définition, c'est que ça ne suffit pas, ça. C'est là, si on fait des études d'histoire, d'économie, je sais pas moi, la sociologie, on fait que ça. C'est pas de la science, ça. D'accord? On établit une corrélation, c'est pas la même chose que de démontrer une causation. Koch, il a compris que pour démontrer quelque chose scientifiquement, il faut aller plus loin et tester directement la causation. Pourquoi je dis ça? Parce que la corrélation, les bactéries sont pathogènes, soi-disant, sont présentes chez les personnes malades, absentes chez les personnes saines. Ça, c'est donc Pasteur, Koch, ils ont dit, voilà, les bactéries sont donc responsables de la maladie. Mais c'était le grand débat dans l'Académie de médecine où plusieurs médecins avaient dit à Pasteur, non, c'est pas vrai, parce que vous avez démontré une corrélation, mais la causalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont malades et c'est pour ça qu'on trouve des bactéries chez eux. Donc, pour gagner le débat, il fallait aller au-delà de la corrélation et faire une expérience contrôlée. C'est-à-dire qu'on va isoler la bactérie et la maintenir en culture pure. Comme ça, on sait que c'est cette bactérie, pas une autre. Ensuite, on prend la culture pure et on va l'inoculer à un volontaire, plutôt à un sujet expérimental sain, un animal. Et normalement, on devrait voir apparaître les mêmes symptômes. Et vraiment, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est on doit être capable de réisoler le même agent et à partir de cet individu ou animal qui a été infecté de façon expérimentale. Donc, si on arrive à faire tout ça, on a réellement démontré que tel ou tel agent est
l'agent causal de la maladie. Et c'est vrai pour les bactéries pathogènes, c'est vrai pour les virus, c'est vrai pour les parasites ou les infections mycotiques. Alors, de temps en temps, il y a des exceptions à cette règle. Donc tout ça, c'est une sorte de miniature parfaite de la démarche scientifique. Alors, de temps en temps, il y a des exceptions à ces règles, parce que, et on les a compris bien après les travaux de Koch et de Pasteur. Donc, par exemple, à cette époque-là, Koch ne savait pas qu'il existait des porteurs sains, c'est-à-dire quelqu'un peut porter ou être infecté par la bactérie ou par le virus et ne montre pas de symptômes. Et le premier exemple, c'était une femme qu'on a surnommée Marie la typhoïde, qui était infectée de façon chronique avec des salmonelles. Pourtant, elle ne développait pas de symptômes. Et malheureusement, son travail, c'était une cuisinière. Donc, pendant ses différents travaux, elle a fini par infecter plusieurs dizaines de personnes par ses mauvaises techniques, mauvaises procédures d'hygiène personnelle. Donc, depuis, on a découvert pour d'autres maladies aussi, d'autres maladies infectieuses, les porteurs sains peuvent exister. Pour les virus aussi bien que pour les bactéries. Alors, l'autre exception, ce sont les toxines qui peuvent être sécrétées par certaines bactéries pathogènes. Et si les toxines circulent dans le sang, ils peuvent toucher un organe en particulier et provoquer une pathologie spécifique à cet organe-là, sans que les bactéries soient présentes. C'est-à-dire que ici, là, le troisième postulat de Koch ne sera pas respecté. C'est-à-dire que ce qu'on verra cet après-midi, c'est le cas des Escherichia coli hautement pathogènes. Qui sécrètent une toxine spécifique, qui a une toxicité spécifique pour le rein. Et pourtant, la bactérie ne se trouve pas dans le rein. Et il y a d'autres cas où, en fait, on n'arrive pas à propager l'agent en culture pure. Et néanmoins, on considère que les autres... Et ça empêche de faire ça, l'inoculé involontaire, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir le virus en culture pure. Pendant longtemps, c'était un vrai problème pour le virus de l'hépatite C, les papillomavirus, c'était très difficile de cultiver. Donc, on n'a pas pu établir ces postulats 3, 4 et 5 de la procédure de Koch. Évidemment, si votre agent pathogène est spécifique à l'humain, il ne sera pas éthique de l'inoculer chez un volontaire sain pour prouver que vous avez isolé la bonne bête. Donc souvent, le numéro 4, là, c'est aussi impossible pour des raisons éthiques. Si on a un modèle animal, ok, on peut le faire. Si on n'a pas de modèle animal, on ne peut pas le faire raisonnablement. Donc voilà, comment déterminer qu'une bactérie ou un autre agent infectieux est responsable d'une maladie. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut identifier et corréler différentes bactéries avec leur pathologie. Et la première chose que l'on remarque, c'est que certaines souches bactériennes sont des pathogènes stricts, c'est-à-dire qu'elles sont toujours associées avec un processus pathologique. Et on ne les retrouve pas dans la nature ou ailleurs dans le microbiome humain, sauf quand il y a une pathologie. Donc le Mycobacterium tuberculosis, c'est un exemple d'un pathogène strict. D'autres maladies peuvent être provoquées par des pathogènes opportunistes. Donc, les pathogènes opportunistes sont des souches pathogènes d'une espèce de bactérie qui est soit une bactérie commensale, comme les Escherichia coli, Staphylococcus aureus. On les retrouve Escherichia coli chez tout le monde, Staphylococcus aureus, probablement peut-être un tiers ou un quart des personnes ici vont être porteurs de Staphylococcus aureus sans que ce soit associé à une maladie quelconque. D'autres pathogènes opportunistes peuvent être des saprophytes,
c'est-à-dire que leur mode de vie normal, c'est de pousser sur des matières organiques en décomposition, et de temps en temps, ils peuvent infecter l'être humain. Donc, Pseudomonas aeruginosa, c'est un exemple d'une bactérie qui pousse dans l'environnement et malheureusement peut provoquer des infections. Alors, cette histoire de pathogènes opportunistes illustre quelque chose que c'est même au sein des Staphylococcus aureus, toutes les souches de Staphylococcus aureus ne seront pas pathogènes. Certaines sont plus pathogènes que d'autres. Donc on essaie de mesurer ça et de comparer les souches entre elles pour savoir qui est la plus nuisible. Et c'est ce qu'on appelle la virulence, c'est-à-dire la capacité d'une souche bactérienne à provoquer une maladie. Et dans la virulence, on peut peut-être distinguer deux composantes, une capacité d'infecter et d'être transmis d'une personne à l'autre, et une capacité de nuire à l'autre. Et donc on peut les mesurer expérimentalement par la DI50, la dose infectieuse, nécessaire pour infecter 50% des cibles, et la DL50, la dose létale. Donc évidemment, différentes souches de la même bactérie vont être plus ou moins virulentes, et les DI50 et DL50 vont être différentes. Donc une souche très virulente va avoir un DL50 très faible. C'est-à-dire qu'il faut peu de bactéries pour provoquer la mort de l'animal ou de la personne infectée. Donc comment on fait ces mesures? Donc on prend notre souche pure, notre culture pure de bactéries, on injecte différentes doses de cette bactérie dans des animaux. Puis on va dire, OK, on va infecter 10 ou 12 animaux à chaque dose. Et on va suivre, soit l'apparition de symptômes, c'est ce qu'il faut pour établir le DI50, pour savoir si l'animal est infecté ou pas, ou est la mortalité. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la DL50. Donc pour chaque souche, on va établir une courbe sigmoïde comme ça. Donc avec la dose croissante, on a de plus en plus d'animaux qui vont être mortes ou vont montrer des symptômes. Et ce que l'on veut, c'est établir le DI50 ou le DL50, c'est-à-dire quand cette courbe-là coupe 50% des animaux inoculés. Donc quelques chiffres sont ici. Donc on a différentes souches de bactéries ici. Et on peut voir que selon l'espèce et selon la voie d'administration, la DL ou le DI50 sera largement différente. Donc quelque chose qui est fortement transmissible, la légionelle, la DI50 est très faible. Donc il faut moins de 100 bactéries inoculées par les voies aériennes pour coloniser cet animal. D'autre côté, on a quelque chose comme le Pseudomonas aeruginosa. Si vous en mangez 10 milliards de bactéries, on n'a que 50% des personnes qui sont infectées. Donc peu infectieuses par voie orale. Ce chiffre-là, ce serait beaucoup plus faible par voie respiratoire. C'est un pathogène respiratoire, le Pseudomonas aeruginosa. Alors, un autre exemple de l'importance de la voie d'inoculation, c'est par exemple le Bacillus anthracis, la bacille du charbon. Donc on peut s'infecter par voie cutanée, ou transcutanée, ou par voie respiratoire, si on inspire les spores. Donc par voie cutanée, il faut juste 30 à 50 endospores pour démarrer une infection. Par voie aérienne, il faut aspirer minimum 1000. Et la DL50, c'est encore plus marqué. Si vous avez 100 en succute, vous avez 50% de chances de mourir. Si vous les aspirez, il faut 50 000 pour tuer 50% des personnes. Donc ça, c'est les données humaines.
curieusement, obtenu d'après un accident qui a eu lieu dans un laboratoire de recherche militaire en Union soviétique dans les années 70. Donc il y a eu une libération accidentelle de spores de Bacillus anthracis et plusieurs personnes ont été contaminées. Et donc en repérant un petit peu les concentrations de ce qui était libéré, on a pu établir la dose qui était aspirée par les différentes personnes et donc déterminer qu'on avait, si on aspirait 50 000 spores, on était mal. OK. Pouvoir infectieux, pouvoir pathogène. Et comment les mesurer? Donc, quand on regarde bien, ces deux aspects des bactéries pathogènes, ou ces deux capacités, sont composés de différentes fonctions en quelque sorte. Donc, pour réellement infecter un hôte et lui faire mal, il faut réussir à accomplir toutes ces différentes fonctions. Donc, il faut être transmis d'un hôte à l'autre. Une fois qu'on est transmis, il faut réussir à coloniser la nouvelle hôte chez qui on arrive. Et il faut être capable de se multiplier chez l'hôte. Donc les points 1, 2 et 3, c'est lié au pouvoir infectieux d'un pathogène. Ensuite, pour provoquer une pathologie, ça c'est le pouvoir pathogène, il faut d'une part échapper aux défenses de l'hôte et d'autre part nuire à l'hôte. Donc les 3, 4 et 5, ça c'est plutôt le pouvoir pathogène. Capacité de provoquer une pathologie. Donc, 1, 2 et 3, pouvoir infectieux, 3, 4 et 5, pouvoir pathogène. Comment j'ai dit ça? Ouais, capacité de nuire, voilà, nuire, pouvoir pathogène. Donc on va regarder chacun de ces caractéristiques et l'objectif c'est d'essayer de comprendre comment les bactéries pathogènes font pour accomplir chacune de ces étapes. Et pour tous ces exemples-là, c'est bien de mémoriser, de connaître un ou deux exemples. Okay, donc c'est donné dans le cours, c'est à apprendre ça. Okay. Pour la transmission, on peut distinguer les modes de transmission directs et les transmissions indirectes. Donc, dans le mode de transmission direct, il faut qu'il y ait une personne ou un animal infecté, ou même une plante, qui a un contact direct avec la deuxième personne ou le deuxième animal qui va être infecté. Il y a une transmission directe de la bactérie pendant ce contact. Donc ça c'est vrai pour Corynebacterium diphtheria et Mycobacterium tuberculosis. Donc dans les deux cas, il s'agit de bactéries avec une transmission par voie aérienne. Donc l'atout qui est provoqué par les symptômes, ça c'est un chaînon essentiel dans la transmission de la bactérie, parce que c'est ça qui va permettre à la bactérie d'infecter la prochaine personne. Donc à côté de ça, on a la transmission indirecte. Et dans ce cas-là, okay, transmission directe, c'est ça. Transmission indirecte, on a un animal ou une personne infectée qui peut déposer des bactéries ou transmettre des endospores bactériens quelque part sur un autre matériel. Et donc, ce matériel-là va transmettre l'infection à la deuxième personne ou l'animal qui sera infecté. Mais il n'y a pas de contact direct entre ces deux individus. Donc ça, c'est le cas pour tout ce qui peut être transmis sur la nourriture, l'Listeria monocytogène, plutôt un pathogène opportuniste. Donc une personne qui est infectée, si il ou elle
touche les aliments. C'est une bactérie qui pousse très bien à froid. Ce sont les aliments conservés à froid qui sont le vecteur de l'infection. Vibrio cholerae, ça c'est une bactérie qui survit très bien dans les cours d'eau. Donc les personnes infectées vont transmettre la bactérie dans leur selles, ce qui va contaminer l'eau, et puis les personnes qui vont boire cette eau vont être infectées. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une contact direct. Bacillus anthracis, c'est une pathogène animal ou humain. Le propre de cette bactérie, c'est qu'elle forme des endospores qui sont très résistantes, qui peuvent contaminer des champs pendant des décennies. Donc une matière totalement inerte peut transmettre l'infection au prochain animal qui sera infecté. Bacillus anthracis, c'est un pathogène obligatoire aussi. Alors, donc, mode de transmission direct ou indirect. Ensuite, quelles sont les voies de transmission? Digestives. Donc, si on ingère des bactéries, on peut provoquer des gastroentérites, l'hystériose, la choléra ou une salmonellose. Plusieurs bactéries sont des pathogènes respiratoires, la diphtérie, la tuberculose. Toujours, encore, peut-être on devrait regrouper transmission par voie orale, transmission respiratoire avec la transmission sexuelle, parce que dans les trois cas, il s'agit d'une infection aux muqueuses. Donc les muqueuses qui sont sensibles aux infections sont ces trois-là. Muqueuses du tract de l'intestin ou de la bouche, muqueuses respiratoires et muqueuses génitales. Donc il y a plusieurs bactéries pathogènes qui vont provoquer des maladies sexuellement transmissibles. Le Treponema pallidum, qui provoque la syphilis, la Neisseria gonorrhea, c'est le gonocoque. Donc ça, c'est probablement les voies de contamination les plus fréquentes. Ensuite, un autre truc fréquent, c'est la voie transcutanée, c'est-à-dire vous avez une coupure ou une piqûre qui s'infecte. Ça, c'est Clostridium tetani. Si vous n'êtes pas à jour avec vos vaccinations, vous pouvez choper un tétanos en vous coupant avec, je sais pas moi, en faisant du jardinage ou du bricolage, quelque chose comme ça. Streptococcus pyogenes, c'est des petites coupures à la peau qui vont s'infecter. Staphylococcus aureus, c'est pareil. Dans ce cas, la bactérie a accès à l'intérieur du corps parce que la peau est transpercée. Et la dernière, c'est probablement la plus rare, c'est l'infection par voie cutanée, sans vraiment qu'il y ait une blessure à la peau. Et peut-être le seul exemple qui vaut la peine d'être évoqué, c'est le Rickettsia prowazekii qui est responsable du typhus. Donc, le typhus est transmis par des poux et la bactérie pathogène est capable de se reproduire chez le vecteur, chez la poux et chez vous, qui provoque la maladie. Alors, quand la poux va vous piquer, ce n'est pas ça qui va transmettre la bactérie. Parce que la poux, elle ne se contente pas juste de vous piquer et faire mal. Après, elle va vous déféquer dessus. Et c'est dans les éjections de la poux que l'on retrouve les bactéries. Et puisqu'on a une piqûre, ça gratte, on va gratter après. Et c'est ça qui va faire entrer la bactérie dans la poux. Donc ça, c'est une mode de transmission par voie cutanée qui ne nécessite pas vraiment que quelque chose transperce la peau pour transmettre la bactérie. OK. Pourquoi c'est important de connaître tout ça? Parce que si on met en place une stratégie préventive pour lutter contre telle ou telle infection bactérienne ou n'importe quelle maladie infectieuse, le mode la voie de contamination est très importante. Okay? Ce n'est pas la peine de mettre une capote pour vous protéger de la tuberculose.
ne marchera pas. Okay, donc, les stratégies de prévention sont adaptées aux voies de contamination. OK, donc, c'est le moment de faire une petite pause là et voir si vous avez intégré tout ça. Donc, je vais envoyer une petite question pour vous sur une plateforme qui s'appelle mClicker. Donc, si vous avez un smartphone, si vous êtes connecté sur le Wi-Fi, je vous demande de vous connecter sur cette adresse https://respawn.cc. Et il va vous proposer une clé de la session qui est la 205-730. Donc, si vous avez ça, bon, vous aurez accès à ces questions-là et vous pouvez m'envoyer vos réponses. Si vous n'êtes pas connecté, vous réfléchissez, vous essayez de trouver individuellement quelle est la bonne réponse parmi les 5 propositions.
Ok, on a une vingtaine de réponses. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Afin de déterminer qu'une bactérie est responsable d'une maladie, il suffit de démontrer qu'elle est présente chez toutes les personnes atteintes de maladie et absente chez les personnes saines. On a dit non. Il faut normalement isoler l'agent infectieux à partir des lésions, la réinoculer chez un sujet ou un animal sain et voir si vraiment elle provoque la maladie. Donc, avec le premier truc là, on établit une corrélation, mais ça ne suffit pas. Il faut faire l'expérience contrôlée. Donc la plupart, vous avez raison, il y a 3 personnes qui ont tort. Alors, le troisième point, un pathogène strict est toujours associé avec un contexte pathologique. Ça, c'est vrai. Okay, la plupart d'entre vous, vous avez la bonne réponse là. La quatrième réponse, la plupart des bactéries pathogènes sont transmises par voie cutanée. C'est faux. Tout le monde a eu bon pour ça aussi. Alors, le cinquième, la question, c'est tous les pathogènes stricts ont une voie de transmission directe parce qu'ils ne peuvent pas se développer en dehors d'une hôte infectée. Ah, et ça, c'était compliqué, ça. Effectivement, il y a peut-être la moitié des gens qui ont dit oui, et c'est pas vrai. Et le contre-exemple, c'est le Bacillus anthracis. C'est un pathogène strict, mais elle peut former des endospores. Et c'est des endospores qui permettent une transmission indirecte. Donc le 5, c'est pas vrai ça. Okay. Et le 2 aussi, c'est les bactéries avec une forte potentiel pathogène sont caractérisées par des DL50 élevés. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont, ouais, peut-être un peu moins, mais pas loin de la moitié qui ont dit que c'est vrai. Et c'est faux ça. Ça c'est faux, pourquoi? Regarde. Regardons la courbe. Vous regardez la courbe. Alors ici, notre pathogène, il coupe le DS50 ici. Donc si on a une courbe qui fait... Oh, je vais me mettre ici. Donc si on a une courbe qui fait comme ça, on va revoir, qui fait comme ça, la DS50 sera plus faible. Ça veut dire on injecte moins de bactéries, mais ça tue les animaux quand même. Donc quand la DL50 est faible, c'est-à-dire que la bactérie est fortement pathogène, mortelle. C'est pas plus que c'est haut, plus que la bactérie est pathogène, c'est l'inverse. D'accord? Donc il faut bien avoir intégré ça. Plus que la courbe est par là, plus il faut mettre de bactéries pour provoquer des symptômes, donc moins la bactérie est dangereuse. OK. Donc on va aller dans les différents mécanismes employés par les bactéries pour coloniser et nuire à l'hôte. Donc on a eu transmission, être transmis d'un hôte à l'autre. Un truc que j'avais oublié de dire un petit peu, c'est-à-dire que, maintenant je vais revenir sur ça. Donc souvent les symptômes provoqués par les bactéries sont liés avec la transmission. Donc j'ai dit un petit peu pour diphtéria et tuberculose, donc on provoque la toux. C'est ce qui est important pour la transmission par voie respiratoire. Ces bactéries-là vont provoquer une diarrhée, donc c'est quelque chose qui est lié à la transmission, ça. OK. Donc, on a la transmission, la bactérie arrive, dans la plupart des cas, sur les muqueuses de la prochaine victime. Et pour installer une infection, la première chose que la bactérie doit faire, c'est de s'accrocher au tissu de l'hôte et s'adhérer spécifiquement aux cellules de l'hôte. Donc ça, c'est le début du processus d'infection.
Et donc, ça, ce n'est pas un processus aléatoire, c'est quelque chose médié par des protéines spécifiques à l'extérieur de la cellule bactérienne, qu'on appelle les adhésines. Donc, il y a deux types d'adhésines. La plus fréquente, c'est les fimbriées. Et on a aussi des adhésines non fimbriales. OK. Pour les fimbriées d'adhésion, juste pour rappel, ce sont les structures filiformes qui peuvent entourer une cellule bactérienne. Donc, peuvent avoir plusieurs centaines par cellule bactérienne et elles sont distinctes du pilus de conjugaison qu'on voit ici. Et c'est distinct des flagelles. Alors, un des rôles majeurs des fimbriées, c'est l'adhésion, soit aux surfaces inertes, soit aux cellules de l'hôte. Et donc, souvent, le type, et quelques exemples d'adhésines fimbriales sont les P. fimbriae qui sont exprimés par les Escherichia coli uropathogènes, les UPEC. D'autres types de Escherichia coli expriment d'autres types d'adhésines fimbriales. Donc les EPEC, les Escherichia coli entéropathogènes, vont exprimer d'autres types de fimbriae et les différentes adhésines vont déterminer le tropisme de ces souches bactériennes. Donc les UPEC vont pouvoir coloniser la muqueuse urogénitale parce que le fimbriae, les P. fimbriae vont pouvoir s'accrocher aux motifs présents sur cette surface muqueuse. Donc une Escherichia coli normale dans l'intestin ne va pas pouvoir le faire. Donc pareil pour Neisseria gonorrhea, c'est capable d'affecter l'urètre et la muqueuse génitale. Elle le fait parce qu'elle exprime des fimbriae de type 4 qui lui permettent de se fixer sur ces muqueuses. Donc d'autres bactéries pathogènes utilisent des protéines à l'extérieur de la cellule pour s'adhérer au tissu de l'hôte. Donc, par exemple, les Escherichia coli entérotoxigènes, ce n'est pas tout à fait la même chose, expriment une adhésine non fimbriale. Et les Yersinia enterocolitica, responsables de la peste, non, je ne suis pas sûr. Enterocolitica, non, c'est une famille des Yersinia, plutôt une maladie gastro-intestinale. En tout cas, son adhésine s'appelle YAD-A, c'est une adhésine non fimbriale, et on peut le voir à la surface de la cellule en microscopie électronique. Donc ce sont ces petites projections-là. Et chez une bactérie qui est modifiée pour ne pas exprimer la YAD-A, on voit que ces structures-là sont absentes. Donc ça, c'est une adhésine non fimbriale. Ce n'est pas un filament qui se projette à l'extérieur, à la surface de la cellule. Donc, on a la transmission, on a la fixation, la colonisation de l'hôte. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'être capable de se répliquer, se diviser, de croître dans les tissus de l'hôte. La plupart des besoins nutritifs de la bactérie sont largement satisfaits par le milieu extracellulaire dans un animal ou chez l'homme. On a plein de protéines, on a du sucre, on a des lipides, on a tout ce qu'il faut. Mais un élément qui va être limitant, c'est le fer, qui est un oligoélément essentiel pour n'importe quelle bactérie. Et il y a peu de fer libre en solution dans les fluides extracellulaires dans le corps humain.
parce que la plupart est associée aux protéines de transport de fer. Donc ça pose un problème pour n'importe quelle bactérie pathogène. Elle doit avoir un mécanisme pour récupérer le fer chez la personne infectée. Et il y a différents mécanismes qui sont employés. Un mécanisme, c'est de produire un sidérophore de très haute affinité. Donc les sidérophores, c'est des petites molécules organiques sécrétées par la bactérie qui ont une forte affinité pour des métaux, pour le fer, et qui sont ensuite réimportés. Donc certaines bactéries sécrètent des sidérophores à très haute affinité qui sont capables de capter le peu de fer qu'il y a dans le fluide extracellulaire. Donc c'est le cas de Mycobacterium tuberculosis et des Yersinia pathogènes. D'autres bactéries ne font pas comme ça. Justement, pourquoi se fatiguer à fabriquer un sidérophore de très haute affinité quand tout autour, il y a ces protéines de l'hôte qui sont bourrées de fer. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir un système spécifique pour capter une des protéines de l'hôte, l'internaliser, et ensuite on peut récupérer le fer qu'il y a là-dedans. Donc c'est ce que fait par exemple les Neisseria, le méningocoque ou le gonocoque, qui va donc fixer le transférine et le lactoferrine et récupérer le fer à partir de ces protéines. Une autre source de fer très riche dans le sang, c'est l'hémoglobine. Dans les hématies, il y a des tonnes de fer là-dedans. Enfin, des grammes en tout cas. Et donc, si on lise les hématies, on va libérer de l'hémoglobine dans l'espace extracellulaire et on peut ensuite capter ça et utiliser le fer qui est dans le groupement M. Donc encore, Yersinia fait ça. Pseudomonas, Vibrio cholerae, ils font ça. Donc ça, c'est un peu une des raisons pour lesquelles les bactéries expriment des protéines lytiques. Elles ne veulent pas vraiment nous faire du mal. C'est juste pour récupérer un tout petit peu de fer, les pauvres. C'est que pour manger. Donc, différents mécanismes pour récupérer le fer. Alors, si on veut survivre chez l'organisme infecté, il va falloir échapper aux défenses de l'hôte parce que, bon, pour les bactéries, nous, on est une sorte d'énorme tas de glucides, de protéines, de lipides, de minéraux. On est juste bon à être mangé. Mais on ne se fait pas manger tout le temps. La grande majorité du temps, on contrôle les bactéries parce qu'on a des défenses qui permettent de détruire les bactéries qui rentrent dans les compartiments normalement stériles du corps. Et enfin, on va voir tout à l'heure quelles sont les défenses de l'hôte, mais un des mécanismes principaux, c'est de phagocyter des cellules bactériennes et de les détruire. Donc, soit par les neutrophiles, qui sont très nombreux dans le sang, ou par les macrophages. Alors, si une bactérie ne fait rien, elle sera phagocytée et détruite par les cellules phagocytaires. Donc, toutes les bactéries qui vont être capables de survivre chez l'hôte doivent avoir un moyen d'éviter cette sort. Donc, une façon de le faire, c'est d'essayer d'éviter d'être phagocyté. Et ça, c'est un rôle très important de la capsule. Capsule bactérienne. Chez les bactéries pathogènes, le rôle principal, c'est d'éviter la phagocytose. Donc ça, c'est vrai chez le Streptococcus pneumoniae, c'est vrai chez le méningocoque, c'est vrai chez l'Haemophilus influenzae. C'est-à-dire que les souches non capsulées de ces bactéries ne sont pas pathogènes, ou beaucoup moins pathogènes que les souches avec une capsule. Alors, une autre stratégie, c'est OK, on va se faire phagocyter, mais on va essayer de survivre à l'intérieur du phagocyte. Donc ça, c'est plutôt des spécialistes qui font ça. Donc,
Et dans ce cas-là, on a deux moyens de survivre à l'intérieur du phagocyte. Une stratégie, c'est d'échapper du phagolysosome et de sortir dans le cytosol. Donc c'est ce que fait les Listeria monocytogènes et les rickettsia. Ce sont les bactéries pathogènes intracellulaires, toutes les deux. Une autre stratégie, c'est de survivre à l'intérieur du phagolysosome. C'est ce que fait le Mycobacterium tuberculosis et les salmonelles. Donc, on a réussi à coloniser l'hôte. On peut survivre chez l'hôte et croître parce qu'on arrive à capter le fer. On peut éviter les systèmes de défense immunitaire. Donc, effectivement, les bactéries qui font ça vont réussir à vous coloniser, mais elles ne vont pas forcément provoquer une pathologie sévère. Donc, pour provoquer une pathologie, il faut vraiment nuire à l'hôte et abîmer les tissus. Et il y a deux mécanismes qu'on va regarder. Le premier, c'est la production d'enzymes hydrolytiques. Donc, beaucoup de bactéries pathogènes produisent des enzymes qui vont attaquer la matrice extracellulaire. Donc, c'est l'exemple du Clostridium qui exprime une collagénase, les staphylocoques et les streptocoques qui expriment des hyaluronidases, et Pseudomonas aeruginosa exprime une élastase. Donc, ces enzymes-là font partie du processus de colonisation de la bactérie de l'hôte. Okay. Si on colonise une muqueuse, on a des cellules épithéliales ici. Donc ça, c'est la lame apicale. Ça, c'est la lame basale de la cellule. Et en dessous, on a la matrice extracellulaire. Donc si notre bactérie pathogène va venir ici, elle va se fixer sur les cellules épithéliales. Ensuite, elles vont essayer de tuer peut-être cette cellule-là. Et elles vont commencer à pousser ici. Mais pour s'installer vraiment dans l'organisme, il va falloir casser la matrice extracellulaire qui est sous la lame épithéliale de la muqueuse et commencer à envahir cette zone-là dans le tissu, dans la muqueuse. Et ça, c'est le rôle de ces enzymes hydrolytiques qui vont attaquer la matrice extracellulaire, la casser et permettre les bactéries de coloniser ici. Et ensuite, si on est vraiment méchante, comme bactérie pathogène, on va pouvoir rentrer dans la circulation sanguine et coloniser d'autres sites et provoquer ce qu'on appelle une bactérémie, c'est-à-dire on a des bactéries dans le sang. Alors, d'autres enzymes bactériennes, enzymes hydrolytiques, aident à ce processus donc, de dissémination, notamment la DNase. Alors, pourquoi les bactéries vont exprimer des DNases? Alors, pendant ce processus d'infection à la muqueuse, une chose qui va se passer, c'est que les cellules voisines qui sont autour du site de l'infection vont être tuées, elles vont mourir, et elles vont avoir tendance à libérer de l'ADN nucléaire, chromosomique. Donc, une fois que l'ADN chromosomique est libéré dans le milieu liquide, ça devient extrêmement visqueux. Okay, vous avez des millions de paires de bases d'ADN. Quand ça rentre en solution, ça donne une sorte de gloop visqueux. Donc, on a une tendance à libérer de l'ADN et ça risque d'engluer les bactéries et va les ralentir et va les empêcher de se disséminer. Donc, la DNase exprimée par les Staphylococcus aureus est un moyen de s'échapper de cet engluement dans l'ADN libéré par les cellules tuées par l'infection. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Coagulase, c'est quelque chose qui provoque des symptômes directement par le Staphylococcus aureus. Cette fois-ci,
la logique, c'est un peu l'inverse. Donc la DNase est là pour libérer les bactéries, les permettre de circuler. Chez les Staphylococcus aureus, une fois que les staphylocoques circulent dans le sang, elles vont avoir tendance à se fixer ici, et avec la coagulase, elles vont former un caillot. La formation du caillot ici, c'est quelque chose qui va en fait empêcher les neutrophiles, les cellules de réponse immunitaire, de venir et éliminer les bactéries. Et c'est la première étape dans la formation des abcès, qui est vraiment le propre de l'infection à Staphylococcus aureus. C'est la formation des abcès. Donc le Staphylococcus aureus était isolé à partir d'un abcès, initialement, à Aberdeen, en Écosse, qui plus est. OK? Donc, la coagulase, ça fait partie un petit peu de la stratégie ou de la bactérie pour éviter de se faire éliminer par le système immunitaire. Et c'est directement lié à la pathologie qui est induite par cette bactérie. Alors, une autre façon que les bactéries pathogènes ont pour nous attaquer, c'est par la production de toxines. Et vous devez connaître absolument par cœur la différence entre exotoxines et endotoxines. Si vous regardez dans les annales des examens, c'est fréquemment posé comme sujet. Alors, les exotoxines sont les protéines sécrétées, soit par les bactéries Gram+, Bacillus anthracis, Clostridium tetani sont les Gram+, ou par les Gram-, Vibrio cholerae, c'est une Gram-. Alors, les exotoxines vont avoir un effet spécifique sur les cellules de l'hôte. Donc, selon différentes souches de bactéries qui produisent différentes exotoxines, des symptômes seront différents. L'exemple classique des exotoxines, c'est par exemple la toxine cholérique, le Vibrio cholerae, qui est un exemple d'une toxine AB. Donc, la bactérie, le Vibrio cholerae, va sécréter ce complexe, protéine A associée avec la 5 copie de la protéine B. Tout sera internalisé par la cellule, donc la toxine rentre dans le cytosol de la cellule. Et ensuite, donc B, c'est pour binding, donc c'est la sous-unité B qui est responsable de la fixation. Et A, c'est pour activité, c'est une enzyme qui a une activité une fois qu'elle rentre dans le cytosol de la cellule touchée. Donc, dans le cas de la toxine cholérique, la protéine A va activer une protéine G qui va mener à la formation de l'AMP cyclique qui va activer un canal de chlore, le CFTR. Donc, du chlore sera exporté de la cellule vers la lumière de l'intestin. Le sodium va le suivre juste pour maintenir un équilibre osmotique. Et du coup, l'eau également va suivre le NaCl qui est exporté activement. Et c'est ça qui provoque les symptômes. Le choléra, c'est caractérisé par une diarrhée profuse, très liquide, peu de matière fécale. Donc si on n'est pas traité par une thérapie de réshydratation, on risque de mourir de manque d'eau. Et tout ça, c'est à cause des actions spécifiques de la toxine choliérique. D'autres toxines bactériennes vont toucher d'autres cellules et vont avoir d'autres effets. Alors, les endotoxines, c'est tout à fait autre chose. C'est provoqué par le lipopolysaccharide, le LPS, dans la membrane externe des bactéries Gram-. Donc, les exotoxines, Gram+ et chez les Gram-, endotoxines uniquement chez les Gram-. Et dans ce cas-là, on a des effets qui sont relativement peu spécifiques de l'endotoxine.
est partagé par les différentes bactéries pathogènes grand moins. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, l'ALPS sont reconnus par les systèmes de défense immunitaire. Ça va entraîner la fièvre, la suractivation de la réponse immune innée, et ça peut mener au choc septique. Ouais, je vais expliquer ça un petit peu parce que je pense qu'on a le temps. Alors, donc pour l'endotoxine et son lien avec le choc septique, c'est un petit peu la réponse immune innée qui est responsable de la pathologie. Mais on peut se demander pourquoi, parce que la réponse immune, elle est là pour nous protéger. Donc comment se fait-il que quand elle est enclenchée, ça nous fait du mal? En fait, ce type quand la LPS est détectée, on aura par exemple une inflammation locale, on aura une diminution de la tension artérielle. Ok, je vais redessiner un petit peu mon vaisseau sanguin ici, que je viens d'effacer. Donc imaginons qu'on a une infection bactérienne quelque part dans les tissus irrigués par ce vaisseau sanguin. Donc ce que l'on veut faire, c'est d'envoyer des cellules de la réponse immune à travers la couche de cellules endothéliales pour aller dégommer et phagocyter toutes ces bactéries qui sont là. Donc si on a une infection localisée, on a l'inflammation qui va entraîner une diminution de la tension artérielle, une augmentation de la perméabilité de l'endothélium, et ça va favoriser l'extravasation de cellules de système immunitaire. Donc ça va être bon pour essayer de nettoyer l'infection. Mais le problème, c'est que si vous avez une tonne d'endotoxines partout dans votre corps, si vous avez une bactériémie disséminée, vous allez avoir ce processus dans tous les tissus, dans tous les organes de votre corps en même temps. Donc, si vous avez une baisse de tension artérielle et une infiltration de liquide dans les tissus, vous allez avoir un choc hypovolimique. Vous allez avoir beaucoup de mal à perfuser suffisamment les tissus parce que la circulation sera touchée. Et donc, vous allez avoir plusieurs organes qui vont être en défaillance parce qu'ils vont manquer d'oxygène. Et donc, c'est ça qui est un mécanisme important. Deuxième chose qui est provoquée par le choc septique, c'est localement, on va favoriser la cascade de la coagulation. Donc on va former un caillot, ça va limiter les bactéries et on les empêcher de se disséminer. Alors, pareil, si on a l'activation du système de coagulation partout dans le corps en même temps, ça ne va pas être très bien. Vous allez développer une coagulation intravasculaire disséminée, un CIVD. Donc, ça ne va pas provoquer des AVC, des trucs comme ça, mais ça va bouffer tous les facteurs de coagulation dans tout le corps. Donc ensuite, si vous êtes coupé, vous allez avoir quoi? Une hémorragie. Donc on a un syndrome hémorragique qui accompagne ces types de chocs septiques. Oui. C'est la bactérie qui libère l'endotoxine, qui est reconnue par les cellules de l'hôte. Ensuite, on a ce phénomène d'inflammation systémique. Enfin, localisé, c'est bon, mais quand c'est systémique, c'est dangereux, qui va entraîner toutes ces autres défaillances. Donc, un petit niveau, ok, un niveau localisé, si vous avez de l'endotoxine qui est détectée, vous allez avoir l'inflammation locale, vous risquez d'avoir un peu de fièvre, et si ça continue, si vous avez l'endotoxine partout dans le corps, vous pouvez avoir un choc septique.
OK. Donc ça, c'est les différents éléments de la pathogénicité des bactéries. Et donc, pour être pathogène, une bactérie doit avoir des adhésines, doit sécréter des sidérophores, avoir un autre mécanisme pour capter le fer, doit sécréter des enzymes hydrolytiques et exprimer des toxines pour vous abîmer. Donc, ce n'est pas un seul gène qui va différencier une bactérie commensale d'une bactérie pathogène. Parce qu'il faut qu'il y ait tous ces éléments qui sont réunis. Et chaque système, ce n'est pas non plus un seul gène qui est impliqué. Donc pour les exotoxines AB, on a deux protéines, deux gènes qui codent pour la sous-unité A et la sous-unité B. Pour les structures, les fimbriers, c'est plusieurs protéines qui sont impliquées dans la production des fimbriers. Donc plusieurs gènes sont impliqués dans cette partie-là. Pour les sidérophores, pareil, on aura plusieurs protéines impliquées dans ce processus. Alors, ce qui semble se passer, c'est que c'est un peu comme le jeu de cette famille pour les bactéries pathogènes. Okay? Pour devenir fortement pathogène, il faut acquérir les gènes qui codent pour les adhésines, les gènes qui codent pour les sidérophores, des gènes qui codent pour les toxines. Donc, comment on fait ça? Bon, quand on regarde les génomes des bactéries pathogènes, on les compare avec les souches non pathogènes de la même espèce, on essaie de trouver où sont les gènes codant pour ces différentes fonctions pathogènes. Et on a deux types de réponses à cette question. Donc des fois, les gènes ou les facteurs de virulence sont codés sur les plasmides. Okay? Petits ADN circulaires qui peuvent être transmis d'une bactérie à l'autre. Donc ça, c'est une possibilité. Mais dans la plupart des cas, les facteurs de virulence, les gènes qui codent pour les protéines qui entraînent la pathogénicité, sont intégrés dans le chromosome des bactéries. Mais pas n'importe où dans le chromosome. On les trouve dans les régions spécifiques du chromosome qu'on appelle les îlots de pathogénicité, les PAI. Et les îlots de pathogénicité ont plusieurs caractéristiques. Donc, souvent, le pourcentage en GC est plus faible que sur l'ADN chromosomique bactérien à côté. Aux extrémités, on trouve des séquences répétées. Et on les retrouve souvent à proximité des gènes codant pour les ARN de transfert. Et aussi, des fois, on trouve un gène codant pour une intégrase. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de l'ADN mobile. Donc ce bloc-là va être extrait de temps en temps et peut être transmis de notre bactérie. Et peut être intégré dans la bactérie de notre souche. Donc ce sont des éléments d'ADN mobile qui sont échangés entre les bactéries. Et qu'est-ce que l'on voit là-dedans? Bon, on a des éléments qui sont nécessaires pour la mobilisation de cet ADN, des séquences répétées, l'intégrase. On trouve aussi plusieurs gènes de virulence. Et dans un îlot de pathogénicité, on va trouver tous les gènes qui confèrent une fonction pathogène. Okay? Donc, par exemple, chez le Salmonelle, en SPI1, Salmonella Pathogenicity Island, okay? Îlot de pathogénicité des salmonelles. On trouve SPI1 des gènes qui sont nécessaires pour envahir les cellules. Sur SPI2, on a des gènes qui sont nécessaires pour survivre à l'intérieur du phagocyte. Sur la SPI3, on trouve un transporteur de magnésium, c'est un système de sidérophore qui permet de survivre à l'intérieur du phagocyte. Et sur l'îlot de pathogénicité majeure, le PAI majeur, on trouve tous les gènes qui sont impliqués dans la synthèse de la capsule. Okay, donc les gènes qui sont responsables de la pathogénicité des souches bactériennes ne sont pas éparpillés partout dans le chromosome, ils sont regroupés ensemble dans les îlots de pathogénicité.
Normalement, aucun de ces gènes est vraiment essentiel pour la croissance bactérienne dans un milieu de culture. C'est des gènes qu'on dit accessoires. Et donc, ces blocs de gènes, les îlots de pathogénicité, peuvent être perdus, peuvent être transmis à une autre bactérie. Donc, c'est des éléments qui sont, comment dire, un petit peu éphémères dans le matériel génétique d'une espèce bactérienne. Ok, donc avant de continuer, on va faire une autre petite pause là pour tester votre compréhension. On va faire une petite question sur les facteurs de violence. Donc, si vous voulez envoyer les réponses, ça va être sur ce numéro-là. Oula. Ok, on va regarder un peu les réponses. Et on va utiliser les 5-10 minutes qui nous restent là pour revoir un peu ces points-là parce que, regardez les réponses ici. Là. C'est presque totalement aléatoire. Ok, donc ça c'est les questions, ça c'est les propositions. Et moi je pense qu'il n'y avait qu'une seule proposition correcte là, pas 5. C'est la 5. Les bactéries gram plus et gram moins peuvent sécréter des exotoxines. Ça c'est vrai ça. Alors le 1, proposition 1, voilà, et on a 38 réponses, pratiquement la moitié a dit
Oui, pour au moins une réponse fausse. Antigène de capsule. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui est proposé, là? Responsable de l'adhésion aux cellules de l'hôte. C'est les adhésines qui sont responsables de l'adhésion. Adhésion, adhésine. The clue is in the name. Et les adhésines sont des protéines fimbriales ou non fimbriales. Ce n'est pas la même chose que la capsule. Hein. Capsule et fimbriée, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. 2. Toutes les bactéries pathogènes doivent sécréter des siderophores de haute affinité pour obtenir le fer, du fer. On a une vingtaine de personnes qui disent oui, vous êtes tombé dans le piège. Toutes les bactéries pathogènes doivent récupérer du fer. Mais les sidérophores, c'est un mécanisme possible. Ce n'est pas le seul mécanisme. D'accord? Donc ça, c'est un peu une question piège, ça. Parce que d'autres bactéries font autrement. Certaines bactéries pathogènes font autrement. 4, on va faire 4 avant le 3. 4, il est possible d'inactiver les endotoxines par la chaleur. Là, ce n'était pas dit explicitement dans le cours, mais structure et fonction de la cellule bactérienne. L'endotoxine, c'est quoi? C'est le LPS, lipopolysaccharide. La lipopolysaccharide résiste à la chaleur. C'est l'antigène O, utilisé en typage sérologique, et n'est pas dénaturée par la chaleur. Donc, les exotoxines peuvent être inactivées par la chaleur car ce sont des protéines. Les endotoxines, non. Et finalement, le numéro 3. Oh, la moitié, mais c'est fou ça. La moitié des gens pensent que ce sont des gènes essentiels pour la bactérie. Non. Non, j'ai dit l'inverse. Mais justement, si vous avez mal noté ou si j'ai mal dit un truc, okay, les facteurs de virulence sont non essentiels. Ils peuvent être perdus et la bactérie va pouvoir se diviser, pousser très bien dans un milieu artificiel. Okay, ce sont des gènes qui peuvent être perdus, récupérés, échangés entre bactéries. Ok, on va s'arrêter là. On va reprendre sur défense de l'hôte et quelques exemples spécifiques.